La guerre souterraine se poursuivait sans relâche sous les kilomètres de fortifications situées entre les lignes de défense intérieures et la courtine. Murs extérieurs entourant la citadelle. La progression était lente, chaque régiment étant désormais attaché à des compagnies du génie qui creusaient fébrilement une seconde ligne de front sous terre. Jour après jour, des combats furtifs avaient lieu, courts et brutaux, visant à obtenir le contrôle des galeries de contre-minage ennemies, tout en faisant progresser leurs propres tunnels de minage. Ainsi, malgré la rigueur des combats, inexorablement les soldats de Krieg avançaient sous terre, jusqu'à atteindre l'un des objectifs principaux de cette guerre, la capture du grand arsenal souterrain, toujours utilisé comme réserve et abri sûr pour le matériel ennemi. La stratégie était simple. Les ingénieurs creusaient vers l'avant jusqu'à atteindre et déborder les installations via une attaque surprise. Mais l'ennemi avait détecté leur approche et contremina la zone de manière intensive, jusqu'à ce qu'il y ait bientôt sous la terre ravagée de Vrax, des combats aussi brutaux que ceux qui régnaient au-dessus d'eux. Inlassablement, la guerre se poursuivit jusqu'en 790-825 M41, où le génie fut alors en mesure de percer une brèche dans les défenses de l'arsenal. Toutefois, on les attendait. Des renforts avaient été envoyés d'urgence. D'espèces marines du chaos, issues de la bande de guerre des berserkers de Scalatrax. Des Astartes, animés d'une soif de sang qui n'avait d'égal que leur brutalité. De plus, à l'insu des commandants de Krieg, la plupart des équipements et des réserves avaient été évacués en toute sécurité, laissant un arsenal vide lieu de décor idéal pour un corps à corps violent. Et même si l'arsenal était une énorme construction de béton, des dalles d'entrepôts, de magasins et de baraquements, les défenseurs avaient pris soin de barricader chaque porte, chaque couloir, le transformant ainsi en une véritable forteresse. Mais, inconscient de ces préparatifs et en prévision du combat à venir, on fit creuser des puits et des tunnels afin d'y transporter les lourds équipements et rations nécessaires à la bataille. Puis, on terrassa 2 autres galeries, à l'intérieur desquelles on installa 2 énormes charges, constituées de centaines de tonnes d'explosifs que l'on mura de sacs de sable afin d'en contenir l'explosion. Enfin, en 803-825 M41, on enclencha le détonateur. Et la terre au-dessus se mit à trembler, au point que pendant quelques minutes les combats cessèrent. Puis, la poussière se dissipa, et les hommes de Krieg se déversèrent à l'intérieur. Les combats avaient alors débuté. Les premières escouades émergèrent ainsi dans un monde d'obscurité et de décombres, seulement entrecoupés des éclats de leurs lampes. Personne ne les accueillit. Progressant, lentement, le doigt sur la gâchette, ils passèrent les premières portes. Puis, l'écho d'une mitrailleuse lourde se fit entendre, brisant le silence et fauchant les premiers hommes. L'ennemi les avait trouvés. Des soldats furent touchés, des corps déchiquetés, car dans cet espace réduit, les couverts étaient rares, et les pertes furent donc abyssales. Chaque barricade ennemie furent ainsi conquises au prix du sang. Mais l'assaut faiblit rapidement jusqu'à caler complètement. Des milliers d'hommes venaient de mourir pour permettre à la Death Corps de Krieg de seulement prendre pied dans l'arsenal. Préoccupé par l'absence de progrès, le capitaine Garris de la 20e compagnie tenta une autre approche. Ils créeraient leur propre chemin à l'aide de charges à fusion. Relançant la machine, cette nouvelle stratégie s'avéra payante. Lentement, la progression reprit, jusqu'à tomber nez à nez avec une porte soudée d'un métal lourd, qu'ils firent sauter, puis ils pénétrèrent prudemment à l'intérieur, pour se retrouver rapidement submergés par un ennemi d'une toute autre nature. Des berserkers de cornes qui se jetèrent sur eux, accompagnés du rugissement des armes tronçonneuses et des éclats des bolteurs. Rapidement, le terrain se transforma en un abattoir, les hommes du génie n'étant pas de taille à lutter contre ces mastodontes, des guerriers surhumains, forts et rapides, protégés par une armure énergétique et dont la rage et la fureur n'avaient pas d'égal. Et ainsi, la violence de cette contre-attaque endigua une fois de plus l'avancée des soldats de Krieg, les forçant même à sceller le passage récemment créé. La première journée venait de se finir dans une impasse, les hommes du génie étaient toujours bloqués aux portes de l'arsenal. Et le lendemain, on changea de stratégie, en envoyant des escadrons de grenadiers attaquer depuis la réserve, en espérant qu'ils arriveraient là où les ingénieurs avaient échoué. Mais, une fois de plus, ils durent faire face à des défenseurs retranchés, et lorsqu'enfin ils parvinrent à franchir les barricades, ce fut encore les berserkers qui les accueillirent. Insensibles aux explosions et à la peur elle-même, les démons ravagèrent leurs rangs. Puis, au 3e jour, l'ennemi contre-attaqua en faisant exploser l'un des tunnels permettant d'accéder à l'arsenal, réduisant ainsi le flux d'hommes et de fournitures arrivant sur le champ de bataille. Et face au risque de voir le 2e être détruit,
On fit replier les hommes du génie qui creusèrent de nouveaux réseaux de contre-minage afin de les protéger. 3 jours venaient de passer et sur les 5 premières compagnies, soit près de 3000 hommes, moins de la moitié avaient survécu. Ainsi, lorsque la 4e journée passa et que l'on constata toujours l'absence de gain, l'assaut fut annulé. Il semblait bien que la percée ici n'aurait pas lieu. Ce fut donc sale et noirci par la fumée que les rares survivants émergèrent des tunnels. Pour l'instant, ils n'avaient pas réussi à capturer cet objectif, mais ils allaient réessayer. Et ce fut en tout 3 batailles similaires qui se déroulèrent avant que l'arsenal ne finisse par tomber. Et alors, aucune pitié ne fut offerte aux défenseurs, dont les derniers survivants furent gazés à l'aide d'un produit si corrosif, qui ne laissa d'eux qu'une bouillie liquide. Les ingénieurs avaient ainsi pris leur revanche. Lentement mais sûrement, la guerre souterraine se poursuivit. Le plan du maréchal Kagori constituant à s'approcher suffisamment près de la courtine afin d'en faire sauter la base, et ainsi créer une brèche dans laquelle pourraient s'infiltrer les hommes de Krieg. Ce choix d'une attaque souterraine ayant été motivé par la nature de cette fortification, une défense haute de 6 mètres et épaisse de 30, hérissée d'armes, de bunkers et de cavernes, auxquelles venaient s'ajouter des tranchées et des casemates. Et même si elle était moins épaisse que les 3 précédentes lignes, elle demeurait toutefois une formidable fortification, mais contrairement aux autres remparts, elle ne se constituait que d'une rangée de défense. Une fois détruite, l'accès au reste de la citadelle serait un jeu d'enfant. Il fit alors de la recherche de cette fondation une priorité, et une année s'écoula ainsi jusqu'en 673-826 M41, où on la localisa dans le secteur 57-44. S'ensuit alors un long préparatif silencieux qui vida presque entièrement les stocks d'explosifs du 34e corps. Il était temps de faire tomber cette ligne. Et ce fut en 714-826 M41 que l'on enclencha le détonateur. Et le sol se mit alors à trembler violemment et une flamme jaune s'éleva à une centaine de mètres dans les airs, suivie rapidement par une épaisse colonne de fumée, puis par une montagne de débris. La mine avait fait son œuvre, les loyalistes avaient créé la brèche et il ne restait désormais plus qu'à s'en emparer. On fit donner l'artillerie et l'assaut fut donné par 2 compagnies entières du 308e régiment, transportés au combat par 30 transporteurs Gorgons et soutenus par des chars allemands russes, Beneblade et Macarius. Derrière eux, fantassins à pied et grenadiers dans des transporteurs Centaures se suivaient, et au-dessus d'eux, des milliers d'obus étaient tirés, afin d'isoler le champ de bataille des renforts ennemis et des aéronefs. Pareil à une flottille de vaisseaux sur une mer déchaînée. La formation de Gorgons se mit en route sur un paysage de fossés et de cratères jusqu'à la brèche. À l'intérieur, serrés les uns contre les autres, les hommes de Krieg stoïques attendaient. Puis l'ennemi fut comme réveillé de sa torpeur. Et l'artillerie se mit à tonner. Les premiers tirs de canon laser firent exploser un transport, qui eut le malheur d'être touché de côté. Mais l'assaut continua, et lorsque les Leman russes se mirent à riposter, l'ennemi se mit à couvert. Les 2 camps échangeaient désormais volées de tir après volées de tir, ce qui eut pour effet de faire exploser 3 autres Gorgons. Ils étaient tout proches désormais et les gardes à l'intérieur eurent pour consigne de fixer les baïonnettes à leurs fusils. Puis la première rampe fut baissée et ce fut 50 hommes qui se jetèrent au combat. Au bord du cratère, les soldats de Krieg se retrouvèrent à grimper un mur de terre et de roches, auquel étaient posés des morceaux de maçonnerie de la taille d'un tank, fournissant ainsi de nombreux couverts mais rendant impossible la traversée pour les chars. Poussant toujours vers l'avant, le commandant de la 19e compagnie, le capitaine Haller, exhortait ses hommes armes à la main, jusqu'à ce qu'un obus lui coupe la jambe gauche et grièvement blessé il tomba, rapidement remplacé par le commissaire Moreau qui continua ce que l'officier avait commencé. Atteignant le premier talus, il guidait par l'exemple, grimpant la pente raide dont on pouvait encore contempler les roches fumées. Il fut donc le premier à voir l'ennemi contre-attaquer. Une force constituée de nombreux ogrines, des abhumains de près de 3 mètres de haut, qui se jetèrent sur eux. Poussés à l'action par leurs injecteurs, les créatures brutales se précipitèrent à leur rencontre, trucidant sans discernement les impériaux désavantagés par la montée. Hachant et taillant dans les soldats, le commissaire Moreau fut lui aussi repoussé par la première charge, blessé ayant perdu son épée énergétique. Il vida l'entièreté de son chargeur sur une seule de ses bêtes, mais ces tirs lui firent l'effet de piqûres d'insectes, et alors qu'il rechargeait, un second ogrine se porta à sa rencontre, en brandissant une immense foreuse. Le commissaire, incapable de se défendre contre pareil monstre, fut ainsi transformé en un tas de viscères et de sang, à l'image du champ de bataille qui ressemblait désormais à un charnier, où chaque ogrine qui tombait emportait avec lui 10 gardes impériaux. Puis,
Une seconde vague d'attaque fut jetée dans la brèche, mais le résultat ne fut pas plus concluant. L'ennemi se battait avec un courage et un zèle qui frisaient la démence, et les commandants considèrent que la première tentative visant à profiter de l'effet de surprise avait été un échec. On fit ainsi le choix de se donner le temps de préparer correctement une autre attaque, qui, on le sentait, pouvait être décisive. Comme la première attaque avait été un échec en raison de l'incapacité des véhicules à franchir la brèche, on repositionna le 4e régiment d'artillerie de siège au sud de la faille de Darro, afin qu'il bombarde sans discontinuité les décombres pour permettre le passage des tanks. Et pendant ce temps, on prépara de nouvelles unités d'assaut et de chars, car on avait constaté que seulement 2 compagnies n'étaient pas suffisantes pour prendre la brèche. On fit donc le choix d'un bombardement méticuleux des murs périphériques afin de maintenir une pression constante sur les défenseurs, qui, on l'espérait, les cloueraient sur place. Ainsi, lorsque le 308e régiment fut lancé de nouveau à l'attaque, ce fut une nouvelle marée d'hommes et de véhicules qui surgirent du No Man's Land. Malheureusement, elle se heurta elle aussi aux défenseurs qui, armés d'une détermination qui frisait la folie, la repoussa de nouveau. Les épaves et les corps gisaient alors avec ceux de leurs frères morts durant le premier assaut. Toutefois, celui-ci avait permis de créer de part et d'autre de la brèche 2 autres ouvertures, qui après avoir changé de main 8 fois de suite, furent elles aussi perdues par les hommes de Krieg, qui sonnèrent alors la retraite. Au cours de l'année suivante, 5 autres tentatives d'assaut furent lancées qui finirent tous dans un bain de sang. 1 million de vies sacrifiées dans cette impasse, et on fit même intervenir les titans de la Légion Astorum, sans plus de résultats. Comment capturer cette brèche ? Une question que le maréchal Kagori tournait et retournait dans son esprit, celle-ci consommant toujours davantage de ressources, alors qu'on faisait maintenant état de raids menés par l'Alpha Legion, loin derrière la ligne de front, détruisant des positions d'artillerie et des dépôts de munitions. Et qu'en parallèle, le premier corps de ligne était toujours pleinement engagé contre les forces de Nurgle, qui transformaient progressivement le champ de bataille lui-même en une zone toxique. Enfin, la Légion Volcanum était toujours là, et ses titans luttaient quotidiennement contre les loyalistes de la Légion Astorum. Ainsi, chaque jour, la ligne de front s'enflammait de batailles furieuses, et les rapports d'engagement et de pertes affluaient sur le bureau du maréchal. Son grand projet d'une guerre éclair avait volé en éclats. La seule bonne nouvelle que cette année apporta fut transmise par la marine impériale, ces patrouilles n'ayant trouvé aucune trace du cuirassé l'anarchie Heurt, qui, on le pensait, avait dû fuir le système, trop endommagé pour risquer une autre bataille, garantissant ainsi des lignes de ravitaillement sûres pour Vrax. Le siège était redevenu une longue guerre d'usure, une progression lente vers la citadelle qui chaque jour broyait davantage de soldats. Et même si on estimait à 8 millions d'hommes et de femmes le nombre de défenseurs au début du conflit, seuls 3 millions avaient été tués, soit moins de la moitié. Ce qui signifiait que la 88e armée de siège n'était pas à mi-chemin de son objectif. 14 années de conflit et l'attrait des dieux sombres les avaient transformés en des fanatiques zélés, prêts à mourir pour leur maître. Ainsi, on avait dépassé de 2 ans le plan initialement prévu, et les planificateurs de l'Abdetus Administratum exigeaient la Death Corps sur d'autres conflits. Et malgré les protestations du maréchal Kagori, le siège fut déclassé. Il ne serait désormais plus un conflit prioritaire, et verrait alors ses renforts et fournitures être réduits. Cette nouvelle politique ne signifiait toutefois pas la fin du siège, il serait seulement plus long et plus coûteux. Mais, en réponse à ce coup dur, le maréchal Kagori dépêcha lui sa propre délégation avec pour mission de mobiliser rapidement davantage d'aide, avant que la nouvelle politique du Departamento Militarum n'entre en vigueur. Et ce fut dans cette optique qu'elle rencontra la Rex Fidelis, dans le système Cantus. Un navire de l'Abdetus Astartes qui venait s'y ravitailler après des missions de patrouille dans la nébuleuse de Fidea. À son bord se trouvaient des éléments de 4 compagnies du chapitre des Red Scorpions, dirigés par le commandant Ainea, de la 3e compagnie. Une force constituée de près de 100 frères de bataille, issus de la 1re, 3e, 6e et 8e compagnie du chapitre. Et ce fut donc devant lui que la délégation présenta sa requête, que le commandant Ainea écouta avec intérêt. Et après avoir demandé et obtenu l'accord de son haut seigneur commandant, il accepta de se joindre à l'armée de siège. Sa seule condition étant que sa force garderait son autonomie, elle évaluerait elle-même le meilleur endroit pour se déployer, et aucun commandant ne pourrait lui donner d'ordre. Ce fut donc sous le conseil de l'état-major que la force d'Aena choisit de se porter sur la brèche 5744, dont elle serait à l'avant-garde d'un assaut visant à s'en emparer, que l'on nomma l'opération Execution Place. Cette mission avait été soigneusement planifiée et impliquait tous les moyens dont disposait le commandant Aena,
y compris son navire l'Arex Fidelis, qui lui permettrait de se téléporter, lui et l'archiviste Yaek, directement sur la brèche avec les Terminators de la première compagnie. Mais, pour ce faire, il faudrait être capable de placer la balise de téléportation au plus près. Et c'était là qu'une équipe d'assaut dirigée par le sergent Kuln de la 6e compagnie entrait en scène. Celui-ci était équipé de réacteurs dorsaux et serait ainsi largué à proximité depuis un Thunderhawk. Puis, une fois la balise installée, les Terminators en place, une seconde équipe avec à leur tête le sergent vétéran Zir, adjoint de confiance d'Aena, les rejoindrait à bord de véhicules blindés, afin de tenir la place le temps que le reste de la force arrive, et avec elle 3 imposants dreadnoughts équipés d'armes de siège. Enfin, lorsque la zone serait sécurisée, la garde impériale entrerait en lice, épaulée par les titans de la Légion Astorum. Ainsi, par une nuit noire, en 989-826 M41, l'ordre fut donné et l'opération put débuter. L'Arex Fidelis en orbite basse était déjà sous le feu ennemi, ses boucliers rougissant sous les impacts répétés des lasers de défense. Et dans ses entrailles, d'anciennes énergies à peine contenues étaient mises en œuvre par d'énigmatiques technoprêtres avec au centre de ce maelstrom Aenea, le chapelain Yaek et 10 Terminators. Au même moment, un Thunderhawk solitaire vola à basse altitude, allant presque jusqu'à effleurer les cimes des fortifications. Puis le pilote abaissa la rampe et 5 Space Marines se mirent à décoller dans les cieux. En seulement quelques minutes, ils foulèrent le sol de Vrax, droit dans la brèche, pistolet bolter prêt, en alerte. Car l'ennemi avait aperçu l'ombre de l'aéronef, et déjà ses hommes se dirigeaient vers eux. Des torches et des faisceaux se mirent à quadriller la zone, tandis que le sergent Kuln, entouré de chaque côté par ses frères, mettait la balise en route. Puis, des coups de feu se mirent à fuser, l'ennemi les avait repérés. Mais, déjà l'engin avait commencé à biper, et, activant le réacteur dorsaux, les Space Marines à 5 contre 100 se jetèrent sur leurs assaillants. Abattant facilement les premières sentinelles, ils n'étaient toutefois pas sortis d'affaire, car l'alarme avait été donnée et toujours plus de soldats affluaient vers eux. Rapidement, la situation s'envenima, lorsque le premier frère de bataille fut touché par une ogive craque, qui perça son armure et lui trancha la gorge. Puis quand un autre mourut lorsqu'un obus fracassa son crâne. Kuln et ses hommes avaient désormais terriblement besoin de renforts. C'est alors que les Terminators apparurent dans un éclair de lumière et que le massacre commença. Dans l'obscurité, la confusion régnait, mais les Space Marines connaissaient leur mission et se mirent donc à purger systématiquement la brèche. Marteau tonnerre, griffe éclair et pouvoir psychique de l'archiviste ne laissèrent que peu de chance aux défenseurs, dont beaucoup préférèrent fuir. En parallèle, la force de frappe du sergent vétéran Zir traversa à toute vitesse le No Man's Land, sous le feu nourri des défenseurs qui maintenant dispersaient leurs effectifs face à cette nouvelle menace. Ils furent bientôt rejoints par les 3 Dreadnoughts, qui ravageaient bunkers et casemates sur leur passage, plongeant dans le cratère qu'était la brèche. Ils ne cessèrent jamais de progresser afin de venir en aide à leur commandant, qui maintenant était en prise à une contre-attaque des Ogryn, mais là où les gardes étaient démunis face à la brutalité de ces bêtes, les Space Marines riaient tout en faisant jouer leurs armes entre leurs mains, coupant et tranchant avec facilité bras et jambes. Une fois la force complète rassemblée, la brèche fut leur, les corps des ennemis éparpillés au sol, ayant désormais rejoint les os blanchis des hommes de Krieg qui, eux, avaient échoué. Mais le plus dur restait encore à faire, il leur fallait tenir jusqu'à ce que la Death Corps et les Titans ne rejoignent la bataille. Car l'ennemi a mis au point des plans d'urgence pour ce genre de situation. Une force de contre-attaque ennemie constituée de chimères et d'infanterie se mit donc en route, avec derrière elle les titans de la Légion Volcanum. Et à l'aube, les 2 forces se rencontrèrent, les armes des titans ouvrant le feu à longue distance, ratissant la brèche de leurs canons Volcano, et faisant ravage dans les rangs des Space Marines, en tuant véhicules et hommes avec facilité. Ils ne pourraient pas tenir face à une telle menace, mais les soldats de Krieg eux aussi arrivaient, et on commença à entendre tonner l'artillerie loyaliste, qui prélevait déjà son lot de victimes. Puis le commandant Aenea aperçut enfin le reverse du haut précepte Droka, qui enjamba le champ de bataille accompagné de 2 Warhounds. Le Praetorian franchissant le premier la brèche, ses boucliers Void hurlèrent sous les nombreux impacts. Puis les rôles s'inversèrent et ce fut les impériaux qui canardèrent les titans hérétiques. Toute la journée, la contre-attaque se heurta aux défenseurs, et lorsque l'infanterie ennemie atteignit la brèche, elle fut encore une fois repoussée par les Space Marines, au prix d'innombrables victimes dont le commandant Aenea, qu'un apothicaire traîna inconscient hors du champ de bataille lorsqu'il fut blessé par un coup direct de plasma, une blessure grave que seuls les membres bioniques pourraient guérir. Toutefois, les Red Scorpions combattirent avec toujours autant d'ardeur, et même quand les munitions manquèrent, ils transformèrent le champ de bataille en un lieu de corps à corps violent,
En parallèle, le combat des titans était lui aussi âpre. Un Warhound avait été détruit, mais les loyalistes prenaient l'ascendant, contraignant la Légion Volcanum à se replier, signe avant-coureur de la victoire à venir. Puis, lorsque les Space Marines déterminèrent que la garde impériale était maintenant suffisamment retranchée pour tenir la brèche, ils se retirèrent. Près de 96 frères avaient pris part à l'opération, et seulement 34 étaient revenus, et le chapitre pleurait déjà la perte de l'un de ses dreadnoughts. Mais la victoire était leur. Seule demeurait désormais la citadelle elle-même, et avec elle, la fin de ce siège. Loin du conflit sur Thracian Prime, le maréchal Kagori fut interrompu dans son briefing sur Vrax. La percée dans le secteur 57-44 était en cours d'analyse. Son plan avait fonctionné. Il semblait que la 88e armée de siège soit enfin à proximité de son objectif final. Mais il fut coupé dans sa rêverie par un serviteur qui lui adressa un message. Un visiteur important était arrivé dans son quartier général. L'Inquisition toquait à sa porte, et même un homme tel que lui ne pouvait la faire attendre. Mettant fin à son briefing, il rencontra l'étranger qui, sous son lourd manteau, était bâti comme un Space Marine, large de poitrine et d'épaules, tout en muscles. Richement vêtu, son visage portait les traces de centaines de combats, mais ce fut sur l'insigne de sa fonction que le maréchal s'attarda. Un i doré dont le centre était un crâne, au regard vide. L'inquisiteur s'adressa à lui avec un mélange de sévérité et de respect. Il se présenta comme le seigneur Hector Rex, porteur d'un mandat de l'Inquisition et proctor général du conclave de Scaros. La guerre sur Vrax était en danger, expliqua-t-il. Le tarot de l'empereur avait parlé. L'avenir de ce monde serait bien plus sombre et bien plus sanglant qu'il n'était déjà, car les défenseurs avaient donné leurs âmes au dieu du chaos, et bientôt leur légion fonderait sur Vrax, et à travers elle sur tout le secteur. Il fallait agir, et pour ce faire il invoqua son mandat inquisitorial, qui mit l'ensemble de la 88e armée de siège au service de Lordo Malleus, devenant de ce fait son commandant. Le seigneur inquisiteur Hector Rex entreprit lui aussi d'en changer son organisation, en y plaçant ses partisans inquisiteurs à chaque poste clé de l'état-major. En tout, ce fut 38 inquisiteurs qui partirent sur Vrax, dont son vieux mentor le vénérable seigneur Thormalkin, un vieil homme désormais plus métallique et bionique qu'humain, dont l'expérience serait vitale pour la guerre à venir. Et en parallèle, il fit envoyer sur Titan, l'une des lunes de Saturne, un message au chapitre des Chevaliers Gris. Lordo Malleus les convoquait sur Vrax. De plus, il fit aussi appel au chapitre Space Marine des Red Hunters, fidèle entre les fidèles à l'Inquisition. Enfin, Rex fit une dernière tentative. Le chapitre des Red Scorpions avait déjà rendu un fier service sur Vrax, tout comme le chapitre des Dark Angels. Il leur demanda ainsi de nouveau de l'aide, sans l'exiger. Et même s'il avait peu d'espoir dans le cas du chapitre des Dark Angels, entouré de mystères et aux objectifs insondables, il avait toutefois de grandes espérances pour celui des Red Scorpions. Quant au maréchal Kagori, le seigneur inquisiteur lui offrit deux possibilités, soit accepter un nouveau poste subordonné, soit démissionner, sachant qu'aucun blâme ou accusation ne serait porté sur sa personne, et ce fut donc le premier choix qu'il choisit, et fut ainsi conduit sur Vrax. Il avait fait son devoir à distance, il était grand temps pour lui de le faire sur le front. Pendant ce temps, sur le monde lui-même, très peu de choses changèrent. Les hommes se battaient et l'artillerie tonnait, mais certains pilotes témoignèrent avoir vu un second soleil au-dessus des désolations de Vanmer, et l'atmosphère était désormais constellée d'orages et zébrée d'éclairs. Le ciel s'assombrissait, et certaines sentinelles juraient même avoir vu les morts se relever dans les boues du No Man's Land. Autant de signes avant-coureurs du désastre à venir. Fin de la 7e partie du siège de Vrax, qui vit une fois de plus les impériaux avancer vers la victoire, alors que le monde lui-même sombrait lentement dans le chaos. Les hommes de Krieg et l'Inquisition seraient-ils alors à même de lutter contre une telle engeance? Et si oui, comment? Une réponse que nous apporterons dans une prochaine vidéo. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à partager cette vidéo. La suite, très bientôt.